pensons que Patrice Talon a un esprit trop libertin. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas de complexe. Voilà, Patrice Talon n'a pas de complexe. Donc, avec ces attaques que la France a organisées au Togo et au Bénin, la France craint que le Bénin se retourne vers la Russie, commencer à parler de partenariat, d'accord avec la Russie. Et n'oubliez pas que des activistes comme les Semi Keba sont là-bas, au Bénin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller maintenant travailler avec le Bénin pour voir maintenant, est-ce qu'il ne faut pas que officiellement le Bénin se mette dans cette logique d'accord avec la Russie. Parce que les Béninois, quoi qu'on dise, c'est des gens aussi qui sont très libres dans leurs pensées. Ils n'ont pas de complexe. La preuve en est qu'il paraît que l'ambassadeur français voulait organiser un accueil populaire et les jeunes Béninois lui ont dit non, il y a des milliers de Français au Bénin, il faut aller les faire, les mobiliser pour qu'ils viennent accueillir leur président. Donc, c'est un peuple, les Béninois, ce sont des gens qui ne parlent pas trop, qui ne sont pas trop violents, on ne les entend pas. Bon, ce n'est pas des gens vraiment qu'on voit comme ça, mais ils ont leurs problèmes internes, certes. Mais on a un président très libre dans sa tête. Donc, il faut aller très rapidement voir qu'est-ce qui peut être fait avec lui. Maintenant, en matière de société civile, parce qu'il faut savoir qu'ils sont en partie responsables de la création de toutes ces panoplies de sociétés civiles. Il faut dire ouvertement qu'actuellement en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas ce pays-là où la société civile, où on peut dire que non, la France est bien accueillie, la France est vraiment la bienvenue. Même si les gens ne l'expriment pas, sur le terrain, les gens n'ont plus peur de la France, comme le dit le comédien Gourou. Les Africains n'ont plus peur de blanc. Donc, nous sommes à une génération aujourd'hui qui comprend mieux les politiques du monde, qui comprend effectivement les méfaits de la France en Afrique, qui comprend effectivement comment la France n'est pas claire envers l'Afrique, et qui comprend aussi, surtout, que la culture politique française est une malédiction. Parce que tous les problèmes que les pays francophones ont, c'est dû à la culture française. Parce que tout ce que nous sommes en tant que pays colonisés, nous avons adopté la culture de nos colons, et de nos colonisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on voit avec les pays francophones? Ils sont toujours en instabilité politique. Donc, la société civile aujourd'hui, tout le monde sait que les gens n'en veulent pas de la France. Vous prenez un pays comme le Sénégal. Voilà une génération qui est là, qui conteste officiellement la France. La génération de Ousmane Sonko. Parce que le Sénégal, il ne fallait pas compter sur le Sénégal pour faire une révolution. Les Sénégalais, c'est comme si ce sont les seconds Français, même sur le plan intellectuel. C'est pourquoi les Cheikh Anta Diop ont été visiblement combattus. Et bien avant Cheikh Anta Diop, rappelez-vous de ce que Senghor a fait à Mamadou Dia. Toutes les réformes que Mamadou Dia a voulu faire, on a vu comment Senghor l'a broyé. Et il a fallu que son ami Georges Pompidou lui dise, mais c'est ton frère. Et tu sais très bien que tu ne pouvais pas être président. Donc, il faut chercher une voie de sortie. C'est comme ça Senghor a eu honte. Et il a fait sortir Mamadou Dia. Donc, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, la société civile est consciente. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut déplorer? Nous avons une classe politique embrigadée dans les loges et dans les sectes. Et aussi, il ne faut pas oublier les réseaux ethnocentriques qui font que les pays n'arrivent pas à se déverrouiller pour passer à des débats sérieux. Il y a toujours une vieille classe qui est là, assise, qui place ses pions, qui fait monter de la jeune génération pro-français pour pouvoir verrouiller le pays. C'est ce que nous vivons exactement au Burkina Faso. C'est après l'insurrection, les jeunes qui n'ont pas su prendre leurs responsabilités, les militaires qui n'ont pas de formation politique comme le voulait Sankara, on va voir que non, c'est le même système qui va continuer. Et aujourd'hui, vous voyez ouvertement un président qui vient, le pays est à plus de 50% occupé, mais sa préoccupation, c'est de faire venir Blaise Compaoré, c'est de dire que les gens ont demandé pardon, et vous voyez à l'intérieur même du même Burkina, comment de part et d'autre, les gens sont en train de se mobiliser, les gens sont contre la politique française. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que sur le terrain, il y a sérieusement des transformations. Mais maintenant, ce qu'il faut que la société civile comprenne, comme je le dis toujours, la société civile ne peut pas développer l'Afrique. La société civile peut développer l'Afrique à condition que la société civile ait le courage de travailler dans l'anthropologie africaine pour sortir
une vision, une voix à l'africaine. Parce que moi, personnellement, quand par exemple on me parle de démocratie, on me parle de vote des femmes, les femmes, j'ai dit toujours aux femmes au Burkina, il faut laisser ces complexes. Allez-y voir au Bénin, lisez Kizerbo. Il y avait deux assemblées. On ne peut pas mettre l'assemblée en Afrique à l'occidental. Il y avait l'assemblée des hommes et l'assemblée des femmes. On amène le même problème, les femmes discutent entre elles, les hommes discutent entre eux. Et après, maintenant, il y a une autre chambre, hommes-femmes, ils se regroupent maintenant avec les conclusions. Une chambre de synthèse en quelque sorte. De synthèse. Et Kizerbo note que c'est l'assemblée des femmes qui a déclaré la guerre aux envahisseurs français au Bénin. Donc aujourd'hui, si nous voulons aller marcher comme les Occidentaux, alors que nous sommes le père de l'humanité, nous sommes ceux-là même qui ont civilisé le monde. Donc moi je pense que actuellement, on ne peut pas dire que Macron a gagné parce que visiblement sur le terrain, la France sait qu'elle a perdu. Et je termine en vous disant ceci. Pourquoi la France a perdu? Et nous, quand on luttait pour les idées de Cheikh Anta Diop, et le docteur Béthéo Nébié nous a fait comprendre que la France a envoyé toute une équipe technique, mener des enquêtes pour voir est-ce que les idées de Cheikh Anta Diop ont pris sur le terrain. Et maintenant, c'est pour voir si ça n'a pas bien pris, comment il faut verrouiller pour que les idées de Cheikh Anta Diop ne passent pas, parce qu'on trouvait que c'était des bombes. Et malheureusement, et heureusement, la mission a été honnête, que c'est trop tard. Parce qu'actuellement, il y a des associations. Dans les médias, on ne parle que de Cheikh Anta Diop et de ses idées. Donc c'est trop tard. Et aujourd'hui, voici les résultats. Voilà. Donc sur le plan intellectuel même, l'Afrique a changé. La preuve en est que nous voici aujourd'hui avec Afrique Média. Donc moi je pense que c'est une visite de routine, mais c'est difficile pour la France de redorer son blason, de gagner sa confiance encore avec les Africains. D'accord, merci beaucoup à vous, monsieur Dassi de Bidounté. On vous a très bien suivi. Alors, Louis Magloire, Kemayou, je reviens vers vous. Alors, une France qui a du mal avec son image, qui a du mal avec sa présence aujourd'hui sur le continent africain. Nous cherchons à comprendre comment est-on en arrivé là. Il faut chercher les explications dans le passé récent. Il n'est pas si vieux que ça, ce passé-là, qui peut expliquer pourquoi la France n'est pas accueillie à bras ouverts ou alors perd des parts de marché sur le continent africain. Je remonte simplement à l'année 94, qui a été une année assez importante pour la plupart des pays africains sur le plan économique, avec la dévaluation du franc CFA et qui avait été précédée de la chute du mur de Berlin, qui avait montré que pour la France, les parts de croissance qu'elle recherchait se trouvaient plutôt en Europe de l'Est. La priorité, c'était la reconstruction de l'Allemagne, sa réunification, et puis la reconstruction de tous les anciens pays qui faisaient partie du pacte de Varsovie. Et donc, il y a eu ce décalage-là dans le centre d'intérêt. Et quand bien même la France est revenue sur le continent africain, elle est repartie vers des pays à forte taux de croissance, vers l'Afrique du Sud, vers le Nigeria, vers le Mozambique, et tous ces autres pays qui aujourd'hui ont une économie beaucoup plus florissante que celle de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, où est naturellement l'influence traditionnelle de la France. Et donc, quand on a eu cette série d'abandons et que l'on a eu des partenaires qui ont aidé à remplacer la France pendant qu'elle ne pouvait plus apporter son assistance. Je pense à la Chine notamment, je pense à la Russie qui est venue raviver un partenariat historique que les pays africains ont entretenu avec l'Union soviétique du temps des guerres de libération, du temps des premières heures de l'indépendance, où il y avait cette espèce de guerre froide, comme on l'appelait, et qui a débouché sur les politiques d'alignement sur un camp ou sur un autre. Donc, tout cela mis ensemble a fait que la France a elle-même créé les conditions pour que l'Afrique aille vers d'autres partenaires. Et aujourd'hui, cette Afrique-là est un carrefour diplomatique où se croisent tous les intérêts géostratégiques de ce monde. Et donc, à partir du moment où vous êtes convoité, vous avez le choix. Vous pouvez maintenir les relations anciennes comme vous pouvez en contracter de nouvelles. J'ai suivi ce midi un ami togolais qui disait il n'y a pas eu de mariage monogamique
entre la France et les pays africains. Et donc, s'il n'y a pas de mariage monogamique, rien n'empêche les pays africains de contracter d'autres mariages à côté de celui qu'ils ont avec la France. Et donc, si je peux schématiser et être un peu terre à terre, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La France n'a pas compris qu'elle avait des partenaires historiques qu'il fallait entretenir avec tout le respect dû à leur rang, et elle est en train d'en payer le prix. Dernière chose que je mets dans la balance, c'est le ton sur lequel le président Macron s'adresse aux présidents africains. Quand il est allé à Ouagadougou pour son premier discours de politique française en Afrique, la manière dont il a traité le président, l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré, a été tout sauf diplomatique et respectueuse. Et donc, quand vous faites cela, qu'ensuite vos ministres des armées, Florence Parly, l'ancienne ministre des armées, ainsi que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, rentrent dans une escalade verbale avec les pays africains en utilisant des termes très peu respectueux, très peu diplomatiques des dirigeants africains, il est à peu près prévisible que l'Afrique se détourne de la France. Donc pour moi, ce sont tous ces éléments-là mis ensemble qui ont justifié la position de défiance que les pays africains ont aujourd'hui vis-à-vis de la France. Sir Franklin Nyamsi, est-ce qu'au-delà de ce que vient de dire Louis Magua, Kemayou, est-ce qu'il n'y a pas sur le continent africain une renaissance quand même? Est-ce que l'Afrique n'est pas également aussi en train de vivre une nouvelle ère avec une nouvelle génération des Africains qui voient les choses autrement? Et peut-être en espérant, peut-être en comptant aussi sur des dirigeants aujourd'hui. L'événement que nous sommes en train de commenter, celui de la relation franco-africaine, a lieu dans une Afrique qui est complètement transformée. Et d'un point de vue démographique, plus de 80% de la population africaine a moins de 40 ans. D'un point de vue culturel, le gros de la population africaine se retrouve aujourd'hui ouvert sur le tout monde à travers les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les téléphones portables, les ordinateurs, l'Internet. L'Internet se trouve même à l'intérieur de nos campagnes. On sait, entre autres, que la monnaie électronique a été inventée spontanément par des Africains des campagnes, par nos parents qui cultivent la terre et qui, pour communiquer en tout et pour tout, s'étaient mis à utiliser leur téléphone portable comme un lieu de réserve de valeur financière. Au sens où on a transformé les unités de téléphone portable en unités monétaires permettant d'acheter du savon, d'acheter des boîtes d'allumettes, d'acheter toutes les commodités en l'absence de biens bancaires réels. Donc il y a une transformation dans le cadre de la globalisation technologique de la population africaine, qui fait que cette population n'est plus focalisée sur ce que raconte RFI, ce que dit France 24, ce que pense l'intelligentsia de la place de Paris. Vous savez, il fut un temps, et mon enfance camerounaise a été marquée par ce phénomène, où pour savoir ce qui se passait au Cameroun, pour savoir ce qui se passait en Afrique noire, il fallait écouter RFI. Oui. Il fallait écouter les grands médias de la place parisienne, et tout ce qui était à Paris déterminait, pour ainsi dire, l'opinion dominante à l'intérieur de l'Afrique. Il y a donc un décloisonnement et une rupture totale avec cette domination de l'opinion par l'Hexagone. L'opinion est multilatérale. L'Afrique est orientée vers les États-Unis, elle est orientée vers l'Asie, elle est orientée en partie vers l'Europe, elle est orientée vers les grands pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud. L'Afrique est orientée vers l'Amérique latine. Il y a toute une vie africaine qui éclate vers le tout monde, dans des directions qui ne sont plus maîtrisées par les médias traditionnels de la France coloniale, de la France postcoloniale ou néocoloniale. Alors, l'autre transformation qui a eu lieu, c'est que, en fait, les Africains se sont rendus compte que, à la fois les modèles de développement économique, les modèles d'organisation politique qui étaient passés pour presque naturels pour les Africains, parce qu'ils étaient inspirés pour la plupart, en Afrique francophone du moins, de la 5e République française, ne sont pas des modèles universels. Les Africains ont eu le temps de se rendre compte que la démocratie elle-même, c'est le thème d'un mode d'organisation politique qui se réalise sous plusieurs formes. En Europe, en Amérique, en Asie et même en Afrique. En fait, il n'y a pas deux démocraties qui soient une photocopie
l'une de l'autre. Les Africains s'en sont rendus compte. Mais il y a un phénomène plus profond qui s'est produit. Les travaux des savants africains, entamés avec le mouvement littéraire de la négritude, notamment dans les années 30, 40, 50, et qui se sont enracinés dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga, qui se sont développés dans l'œuvre de Jean-Marc Ella, de Fabien Eboussi Boulaga, qui se sont développés dans l'œuvre de Vumbi Yoka Boudimbe, qu'on appelle encore Valentin Yves Boudimbe, de Kwame Anthony Appiah, qui se sont développés dans les travaux de Kwasi Viredou. Bref, tous ces travaux-là qui étaient marginaux, en philosophie, en histoire, en économie, qui étaient marginaux même dans le domaine de l'histoire des mathématiques, l'histoire de la physique, tous ces travaux-là sont en train de réoccuper une place centrale dans le tronc fondamental des connaissances élémentaires, des connaissances classiques que les Africains doivent posséder. Les Africains sont en train de récupérer leur mémoire volée. À l'instar des objets d'art pillés par les colons occidentaux, à l'instar de la dent de Patrice Lumumba assassiné, l'Afrique est en train de se reconnecter, de reprendre contact avec le greffon profond de la grande civilisation négro-africaine de plus de 4500 ans qui a structuré en fait l'organisation scientifique, culturelle et même politique du monde occidental et du monde oriental. Et cela a échappé complètement aux dirigeants français en particulier et occidentaux en général. Les Africains ne se réfèrent plus à l'antiquité gréco-romaine comme étant l'âge d'or le plus ancien possible de la pensée humaine. L'Afrique est en train de se reconnecter à son tronc civilisationnel continental, ce qui entraîne une bascule sur le terrain de la religion, une bascule sur le terrain de la philosophie, une bascule sur le terrain de la science et une bascule sur le terrain politique. Aujourd'hui en Afrique, ce n'est plus incongru de dire qu'on peut développer un système politique universel, un système politique digne, en quelque sorte, d'appréciation, de considération, qui ne soit pas la démocratie. On retrouve le concept moteur de Marx, renvoyant aux notions de solidarité, de vérité et de justice, au cœur de l'organisation politique la plus durable et la plus spectaculaire que l'humanité ait jamais eue, celle de l'Égypte négro-pharaonique, qui pendant 3000 à 4000 ans a été le phare dans tous les domaines de l'humanité sur la planète et connaissait tous les continents avant Christophe Colomb et ses envoyeurs. Donc, en fait, c'est ce changement, c'est cette révolution, à la fois culturelle, révolution informationnelle, révolution de perspective. L'Afrique s'ouvre à 360 degrés sur le monde autour d'elle, alors qu'elle était à la limite ouverte à 30 degrés sur l'Europe. Et pour l'Afrique dite entre guillemets francophone sur la France, c'est tout cela qui a échappé à M. Macron et à l'ensemble de l'élite politique française, de droite, de gauche, de l'extrême droite comme de l'extrême gauche. Je prends un personnage comme M. Mélenchon, qui est le leader de la gauche, on va dire, radicale en France, et qui est aujourd'hui la principale force d'opposition au Parlement français. Lui-même n'est pas allé jusqu'à comprendre qu'un continent aussi important que l'Afrique ne peut pas bâtir son avenir politique, économique, social et culturel en restant prisonnier de l'obligation de parler la langue française. Il n'a pas été capable dans son projet politique d'accepter une Afrique africanophone. Or, en fait, c'est un enjeu fondamental pour l'Afrique du XXIe siècle de récupérer son patrimoine culturel, de le moderniser et de faire reparler ici sur Afrique Média et sur tous les grands médias africains dans les prochaines années, les prochaines décennies, prioritairement les langues africaines, avec au besoin des traductions en langue orientale, en langue occidentale, en langue latino-américaine, en bas de texte, en sous-titrage. C'est cette révolution-là qui échappe complètement à l'actuel président français et à l'ensemble de la classe politique. Et c'est cela qui fait qu'ils n'ont pas compris pourquoi l'Afrique s'est alignée derrière le bloc, en fait, de Shanghai, dans le conflit russo-ukrainien. Pourquoi l'Afrique s'est-elle alignée? Mais parce qu'il y a une possibilité pour la construction de puissances africaines moyennes ou d'une puissance africaine confédérée continentale dans le cadre de la coopération avec la Chine et la Russie. Alors que cette possibilité est a priori interdite dans la coopération avec le grand bloc de l'OTAN. Dans la conception otanienne, le monde doit être unipolaire. Le monde doit être perçu comme une pyramide au sommet de laquelle il y a des Blancs, des Européens et plus largement des Occidentaux. Et à la base duquel, bien sûr, il y a les Noirs, il y a les Jaunes, il y a les Rouges et tous les peuples intermédiaires. Or, le combat que mènent aujourd'hui la Russie et la Chine, ce n'est pas un combat pour coloniser les Africains. La Russie n'a pas l'ambition d'installer sa population en Afrique.
Elle n'a même pas l'ambition de faire que les Africains parlent tous russe. Professeur, quelle est donc son ambition? Quelle est l'ambition de la Russie? Il s'agit de tout faire pour la Russie et la Chine, pour que l'Occident ne contrôle pas l'Afrique. Car comme l'a dit Zbigniew Brzezinski dans un ouvrage que je recommande fortement aux Africains, Le Grand Échiquier, de Grand Chessboard, eh bien, les Russes et les Chinois ont compris que si l'Occident venait à dominer complètement l'Afrique, les ressources faramineuses de l'Afrique, qui est le continent le plus riche de cette planète, seront utilisées pour écraser la Russie et la Chine en Eurasie. Donc c'est dans le cadre du grand duel eurasiatique que la Chine et la Russie ont compris qu'il leur fallait être présentes en Afrique pour équilibrer le rapport de force eurasiatique entre le grand bloc de Shanghai russo-chinois et le bloc occidental otanien. Ce n'est pas par amour extraordinaire des Africains, même si on peut souligner, et c'est la dernière idée sur laquelle je veux sortir, que la Russie et la Chine ont envers l'Afrique un amour historique et mémoriel. C'est qu'elles ont contribué, cette puissance-là, à la lutte d'indépendance des Africains. Tous les mouvements indépendantistes africains ont bénéficié du soutien. Je vais revenir sur le champ de bataille en Ukraine, non pas pour vous parler d'Ukraine, mais pour vous dire ce qui est en train de se faire au Congrès américain par rapport au peuple noir. Une fois de plus, c'est gros. Une fois de plus, que l'on soit au XVe siècle, que l'on soit au XIXe siècle, que l'on soit au XXIe siècle, le comportement des peuples occidentaux vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis des peuples composés d'afro-descendants, le comportement, dis-je, des États occidentaux est resté le même. C'est ce que j'appelle le paradigme, n'est-ce pas, colonial. Les vieux atavismes, n'est-ce pas, des colons. Eh bien, quel est ce comportement? Pour un occidental, les pays africains, les pays formés majoritairement d'afro-descendants ne sont pas de véritables pays. Au fait, c'est considéré plutôt comme le grenier qui doit servir aux intérêts des peuples occidentaux. C'est insultant. Vous avez raison d'en être insulté. Et moi aussi, je me réserve le droit d'être insulté et de dire au Congrès américain, n'est-ce pas, mes 4 vérités. Personne n'en a parlé. Cette loi a été votée au Congrès américain le 28 avril, n'est-ce pas, 2022. Et dans le préambule de cette loi, la loi HR 7311, allez chercher cette loi. La loi HR 7311, eh bien, le préambule même de cette loi dit, c'est une loi qui a été conçue et votée de manière à contrer l'influence de la Russie en Afrique. Pour quelle raison? Parce que, ils l'ont dit, il y a là des ressources stratégiques dont les Américains auront besoin. Nous ne pouvons laisser la Russie avoir une grande influence en Afrique ou une grande influence dans les États noirs. Nous allons contrer cette influence et pour nous assurer que cette influence ira en diminuant, nous allons punir, nous allons exercer des représailles sur les États africains, sur les organisations africaines ou sur des individus noirs qui vont favoriser l'influence de la Russie en Afrique ou dans les États noirs. Et cette loi que vous devez lire, c'est une loi scélérate, va jusqu'à dire nous devons identifier ceux qui dans les médias, ceux qui dans l'opinion publique font la promotion du récit russe dans ce qui se passe en ce moment en Ukraine, parce que cette promotion-là aura des impacts sur l'influence des Russes en Afrique. Et là, je me suis senti concerné et j'ai dit, il faut leur dire aux congressmen américains, n'est-ce pas, mes 4 vérités, je vous emmerde. Si l'Ukraine a le droit de choisir son camp au nom de l'autodétermination des peuples, les Africains, les peuples noirs, ont le droit, eux aussi, et nous ne vous demandons aucune faveur, de se rapprocher de qui ils veulent au nom de leurs intérêts. La table est mise, je vais maintenant faire l'exégèse de cette loi scélérate, de cette loi
condescendante de cette loi raciste à toute fin pratique, votée le mois dernier au Congrès américain, loi par laquelle les parlementaires américains, les congressmen, disent « Nous allons exercer des représailles sur tous ceux qui veulent faciliter l'influence des Russes en Afrique ou dans les pays noirs. » Je vous emmerde. Article 2, alinéa B, dans cette loi scélérate votée au Congrès américain. Le Congrès américain dit « Nous allons contrer l'influence des Russes en Afrique et nous allons punir tous ceux qui sont complices du rapprochement des États noirs des Russes et qui travaillent à augmenter l'influence des activités russes en Afrique. » Donc, les Africains, eux, n'ont pas le droit de se rapprocher des Russes. Ils n'ont pas le droit d'identifier, n'est-ce pas, leurs véritables intérêts et de dire qu'ils préfèrent mieux le paradigme de collaboration avec les Russes que le paradigme de, si vous voulez, de colonisation avec les Occidentaux. S'ils osent penser en ces termes, nous allons les punir. Car, article 1er de cette deuxième section dans cette loi, l'influence grandissante de la Russie en Afrique contribuera à réduire les intérêts et les objectifs des États-Unis sur ce continent. Vous notez? Ce qui compte, ce ne sont pas les intérêts des Africains eux-mêmes, c'est plutôt que l'influence grandissante des Russes en Afrique va contribuer à terme à réduire les intérêts américains et les objectifs américains en Afrique. Nous ne pouvons tolérer cela. Nous devons contrer l'influence russe en Afrique et punir tous ceux qui veulent favoriser cette influence. Et là, ils ont un calendrier, ils ont un échéancier serré dans leur objectif. Dans les 180 jours, dit l'article de cette loi, suivant l'adoption de cette loi au Sénat, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, doit élaborer un plan de concert avec les agences fédérales et venir dire au Congrès comment le département d'État compte s'y prendre pour réduire l'influence des Russes en Afrique, que ce soit par le biais des oligarques, que ce soit par le biais des organisations qui font des dons aux Africains ou par le biais de tout officiel ou d'individus qui favorisent la dite influence des Russes en Afrique. Nous devons aussi, dit cette loi, identifier ceux qui manipulent l'opinion publique en faveur de l'influence russe, ceux qui manipulent non seulement les populations noires, mais les diasporas, les groupes, c'est le mot qui est utilisé, les groupes en diaspora, n'est-ce pas, qui tentent d'influencer l'opinion publique en faveur, n'est-ce pas, du récit russe. Nous devons les identifier et les inclure, n'est-ce pas, dans nos représailles. Les États-Unis continuent cette loi scélérate, doivent investir et s'engager, écoutez bien, dans le contrôle de secteurs stratégiques en Afrique. Donc, les secteurs stratégiques que les États-Unis identifient comme devant servir à leurs intérêts en Afrique, eh bien, le Congrès donne le droit à l'État américain de contrôler, ni plus ni moins, ces secteurs stratégiques en Afrique. Et les États-Unis identifient ces secteurs-là, les mines, les ressources naturelles, l'extraction ou l'exploitation de ces mines-là, les entraînements sur des bases militaires, les coopérations en matière de sécurité, les accords qui se passent entre la Russie et l'Afrique en matière d'information et de communication, donc toutes les technologies de l'information. Nous devons prendre le contrôle de cela en Afrique pour réduire l'influence des Russes en Afrique. Donc, l'Afrique qui est le plus grand continent
L'Afrique qui bientôt, n'est-ce pas, hébergera 25% de la population mondiale. L'Afrique qui est le continent le plus riche ne peut pas décider par elle-même. Les États-Unis disent dans leur foutue loi scélérate, nous devons contrôler n'est-ce pas, les secteurs stratégiques de télécommunications, les secteurs stratégiques de l'extraction et de l'exploitation des mines. Car pour nous, c'est une question de sécurité. Nous ne pouvons pas laisser les Russes s'engager dans des secteurs de coopération en matière de sécurité avec les Africains. Et là, ils disent, pendant les prochaines années, nous devons identifier les gouvernements africains, identifier les officiels des gouvernements africains, identifier les individus qui facilite les transactions avec les Russes, que ce soit par des activités, n'est-ce pas, de donation, des activités, n'est-ce pas, de bienfaisance, ou bien des activités autres, nous devons les punir, nous devons exercer des représailles contre eux. Pas seulement contre les officiels du gouvernement, pas seulement contre les entités gouvernementales, pas seulement contre les organisations, mais également contre des individus, des gens comme vous et moi, n'est-ce pas, qui avons une influence sur la diaspora. Le mot diaspora est utilisé ici. Les identifier, exercer des représailles contre eux, parce que nous ne voulons pas d'hommes et de femmes qui se rapprochent, d'hommes et de femmes noirs, j'entends, qui se rapprochent des Russes, et s'ils osent le faire, nous allons les punir. Et dans cette loi scélérate, il y a 2 représailles qu'ils comptent exercer contre ces gens-là qui veulent le rapprochement des peuples noirs des Russes. On va geler leurs biens et on va leur interdire l'entrée aux États-Unis. Les mêmes vieilles méthodes scélérates.